Bonjour à tous, vous le savez, Livre Noir connaît une progression et un développement fulgurant depuis 3 mois en doublant nos audiences sur Instagram de 30 000 à 60 000 abonnés par mois, en produisant près d'une vidéo par jour sur notre chaîne YouTube, en cumulant plus de 170 millions de vues depuis septembre sur Twitter et surtout en diffusant déjà 2 magazines trimestriels d'enquêtes et de reportages de terrain. À l'approche de Noël, nous souhaitons vous proposer de rejoindre cette belle communauté en devenant abonné de Livre Noir grâce notamment à une offre promotionnelle de moins 50% à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre à minuit sur toutes nos offres numériques et magazines. Et pour vous remercier pour tous les abonnements réalisés avant le mercredi 20 décembre à midi, vous recevrez le second magazine de Livre Noir avec une dédicace de toute l'équipe. C'est ce lien avec nos abonnés qui fait notre force et notre spécificité. Je vous invite donc d'ores et déjà à vous rendre sur notre site internet et à rejoindre la belle communauté d'abonnés de Livre Noir. Merci à tous et croyez en notre détermination et à très bientôt. Bonsoir Laure Lavalette. Bonsoir Alexandre. Alors, vous êtes députée et porte-parole du Rassemblement national, ainsi que conseillère régionale en PACA et conseillère municipale à Je ne le suis Toulon. plus parce qu'il a fallu choisir entre conseiller municipal et la région. Alors, nous allons aujourd'hui parler donc de plusieurs sujets, notamment du projet de loi immigration. Nous allons aussi parler de sujets qui sont moins traités par le Rassemblement national, qui sont les questions sociétales. Avant de débuter cet entretien, je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs que nous réalisons actuellement une campagne de dons. Voilà, notre objectif, c'est de récolter 50 000 € d'ici le 31 décembre afin de monter un pôle enquête contre l'extrême gauche. Et puis, à l'heure où nous parlons, eh bien, notre nouveau magazine Une terre, deux peuples, le deuxième, est sorti dans tous les kiosques de France et de Navarre. Donc, je vous invite à aller vous le procurer. Alors, Laure Lavalette, je reviens à vous. Traditionnellement, on commence ces entretiens par une citation. Celle-ci est de Bernanos dans la Lettre aux Anglais. Lorsque l'Église fait trop de politique, c'est qu'elle ne fait plus assez de saints. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Tout de suite, là, ce que ça m'a évoqué, c'est effectivement le pape François, par exemple, qui, à mon avis, de temps en temps se mêle de politique intérieure, de ce qui ne le regarde pas. On a pu en parler puisqu'il est venu à Marseille, donc pas très très loin de chez moi. Et c'est vrai qu'il a un discours typiquement qui peut être un peu décalé par rapport à ce que l'on vit sur l'accueil qu'il aimerait que nous ayons des migrants. Et c'est vrai que, plus pragmatiquement, on peut dire de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a ce principe de laïcité où je pense que quand le pape nous exhorte à une charité personnelle, il est évidemment dans son rôle de faire de nous des meilleurs chrétiens quand il parle aux chrétiens. Par contre, voilà, quand il parle à l'échelle d'un peuple, je pense qu'effectivement, il sort de son rôle. Voilà, ça n'est pas à lui de parler de ça. Bon, après, ça n'est pas le dogme, donc on n'est pas obligé de croire le pape. Il n'est pas infaillible quand il n'est pas dans le dogme. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pu trouver qu'il se mêlait un peu de ce qu'il ne regardait pas. Après, voilà, il a sa culture, c'est un Sud-Américain, très éloigné quand même de l'Europe. Peut-être qu'il n'a pas pris la mesure de l'enjeu migratoire auquel sont soumis les Européens, et donc ça tombe un peu à côté de la plaque. Vous pensez que le fait qu'ils viennent de ce qu'on peut appeler en tout cas le Sud global, ça joue justement dans... Je pense c'est pas la même culture. On n'est pas. Je pense qu'on n'appréhende pas ces enjeux-là de la même façon. Voilà, nous on a envie que notre peuple survive et il est, j'allais dire, mis à mal quand même par des vagues migratoires sans précédent. Et voilà, je ne pense pas comme le pape qu'il faille accueillir les migrants et les mettre pratiquement de force dans des villages de campagne. C'est même pratiquement tout l'objet de mon engagement, c'est que ça n'arrive jamais. Alors, nous en sommes à l'immigration. Alors, hier soir, il y a eu une sorte de coup de théâtre politique, c'est-à-dire que le projet de loi immigration qui est discuté depuis maintenant près de 2 ans, en tout cas qui est dans la tête de Gérald Darmanin depuis près de 2 ans, et bien en fait, qui a connu beaucoup de pérégrinations politiques, et bien
il a subi une motion de rejet, c'est-à-dire qu'il ne sera pas étudié à l'Assemblée nationale en l'état. Cette motion de rejet a été votée par l'intégralité des députés du Rassemblement national. Pourquoi est-ce que votre parti politique a refusé de même discuter ce texte? Alors, c'est vrai, vous le dites, Gérald Darmanin, quand même, est en approche depuis longtemps sur cette question migratoire. Il a bien vu qu'elle était au centre de la préoccupation des Français, un peu avant ou après le pouvoir d'achat, suivant les moments difficiles que vivent nos compatriotes. C'était un peu l'arlésienne, ce projet de loi, parce que nous, on l'attendait quand même avec impatience. On s'est dit, on pensait qu'il arriverait un peu plus tôt. On a bien vu que c'était très, très touchy pour lui, parce que même au sein de sa majorité, c'était très compliqué. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il y avait l'aile gauche de la Macronie qui voulait absolument qu'il y ait cette fameuse article 3 qui était devenu l'article 4 bis sur la régularisation des clandestins qui travaillaient dans les métiers en tension, qui était évidemment pour nous une ligne rouge infranchissable. Et Gérald Darmanin a usé, j'allais dire, un peu de sa morgue, de sa condescendance, très hautain en présentant ce texte, qui finalement est arrivé en commission des lois il y a 15 jours, et il a été discuté pendant 45 heures quand même. Il faut dire aux gens qui nous écoutent qu'en fait, quand un texte arrive en hémicycle, il a au préalable été discuté dans la commission ad hoc. Donc moi, je suis en commission affaires sociales, donc tous les textes, par exemple la retraite, nous l'avions discuté avant qu'elle arrive en hémicycle. Donc là, c'est Edwige Diaz et Yohann Gillet qui portaient ce texte en commission des lois. Les débats ont été hyper houleux, assez compliqués, avec une extrême gauche complètement hystérique et un Darmanin très hautain, très un peu, à l'image de la Macronie, quand même très déconnecté. Et puis ce texte, c'est la quintessence du en même temps. Donc il y avait 2-3 petites mesures qui pouvaient faire croire qu'il y avait un peu plus de fermeté, par exemple sur le regroupement familial. Il fallait pouvoir prouver qu'on avait des revenus d'argent un peu réguliers si on voulait faire venir sa famille. Enfin, la famille venait quand même. Ou alors, par exemple, 9 catégories d'étrangers qui ne pouvaient pas être soumis aux OQTF, qui là, d'un coup, pouvaient l'être. Les Français ont appris donc qu'il y avait même des catégories d'étrangers qui ne pouvaient pas être soumis aux OQTF, ce qui paraît quand même un peu aberrant. Et à côté de ça, il y avait un texte complètement pro-immigration, avec cette régularisation des clandestins, mais pas que. Il y a le droit au travail des demandeurs d'asile, par exemple. Ça veut dire que vous arrivez sur le territoire, vous demandez l'asile, ce qui est un statut particulier qui malheureusement dure trop longtemps aussi, mais pendant ce temps-là, finalement, ce texte vous donnait un droit au travail. Donc vous imaginez bien qu'une fois que vous aviez votre contrat de travail, l'expulsion allait être évidemment bien plus compliquée. Il y avait aussi le schéma d'accueil national des clandestins. Donc en fait, à peu près la même chose que dans le texte à l'Europe, vous savez, asile-immigration, avec la répartition des migrants dans nos campagnes. Ce schéma d'accueil, c'est exactement la même chose à l'échelle nationale. Je pense aussi au visa, par exemple. Il fallait que l'administration s'engageait à vous aider si votre première demande de visa était tombée à l'eau parce que vous ne remplissiez pas les critères. Il fallait qu'on cherche un autre visa pour vous permettre de rester. Donc, en fait, il y avait une vraie volonté migrationniste dans ce texte. Donc, quand les LR et Europe Écologie Les Verts ont déposé leur motion de rejet, on s'est posé la question. Il y avait des bonnes raisons à la fois de voter cette motion de rejet et à la fois de ne pas la voter. Donc, les bonnes raisons de la voter, c'est ce qui s'est passé hier. C'est quand même un camouflet hallucinant. Je pense que c'est pas arrivé depuis 1998, je crois, qu'une motion de rejet passe. Donc c'est quand même un désaveu absolument total, à la fois de Gérald Darmanin, de son projet de loi immigration, et puis quand même aussi d'Emmanuel Macron. Mais on aurait pu aussi ne pas la voter, aller débattre et mettre Gérald Darmanin face à ses contradictions, parce qu'en fait, il n'a cessé de mentir en fait pendant tout l'examen de ce texte, notamment en commission des lois. On n'a jamais vraiment compris exactement quel était son projet. Il s'est réjoui quand le Sénat a supprimé l'aide médicale d'État pour la remplacer en aide médicale d'urgence, où du coup la palette de soins qui vous était offerte était d'un coup réduite. Donc effectivement, c'est ballot, mais vous ne pouviez plus vous faire poser un anneau gastrique, ni vous faire faire les oreilles ou le nez. Néanmoins, donc il s'est réjoui en disant ouais, c'est vraiment super et tout, qu'il n'y ait plus l'AME. Puis quand la commission des lois a remis l'AME, donc l'aide médicale d'État, dans le texte, il s'est réjoui à nouveau, Gérald Darmanin. Donc vous voyez qu'on a quand même un peu de mal à comprendre exactement ce qu'il voulait. Nous, on considère que ce texte, il voulait organiser et encourager l'immigration. Parce que
la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, c'est le plus gros appel d'air depuis le regroupement familial. Donc, c'est absolument pas, évidemment, ce dont les Français ont besoin. Et c'est en ça que c'est une victoire hier, parce qu'on a quand même protégé les Français de ce texte complètement aberrant. Et c'est l'échec, quand même, de Gérald Darmanin. Et je vous dis, de cette espèce de politique de en même temps, de faire croire un peu de fermeté et pour, au final, faire exactement l'inverse. Donc, je pense que, voilà... cette classe politique veut organiser l'immigration et mes collègues d'en face, complètement hystériques, veulent, eux, encore plus d'immigration. Mais on a trouvé un consensus, j'allais dire, on s'est tous mis, on a tous saisi cet outil parlementaire qui était la motion de rejet pour pouvoir faire tomber le texte. Alors, pour des raisons diamétralement opposées, c'est aussi ça le jeu voilà, de House of Cards, quoi. Il n'empêche que, voilà, Gérald Darmanin est reparti tout penaud, son texte n'est pas passé. Je pense que ça met quand même un frein aussi à ses ambitions un peu plus grande. Je pense qu'il ne pourra jamais être Premier ministre et ça met sûrement aussi un coup d'arrêt à ses prétentions, peut-être même de présidence de la République. Quand vous n'arrivez pas à faire passer un texte sur l'immigration, que ça fait 2 ans que vous le préparez, vous avez passé... le week-end et les 6 mois en amont à passer des coups de fil pour essayer de convaincre les gens. En venant dans mon taxi, je regardais, c'est assez drôle, il y a un Philippe Brun qui est député socialiste et un Fabrice Brun qui est député LR. Le député socialiste reçoit ce week-end un coup de fil du cabinet de Darmanin lui disant « c'est bon, vous aurez une brigade de gendarmerie dans un bled » qui n'était pas dans sa circonscription, donc ça lui a un peu mis la puce à l'oreille. En fait, le cabinet de Gérald Darmanin pensait appeler le député LR pour évidemment le convaincre de ne pas voter la motion de rejet. Donc là, pour le coup, on est dans House of Cards. Et ben, malgré tout, la volonté populaire a parlé et ce texte ne passe pas, ce qui est, encore une fois, une très bonne nouvelle. Alors, il y a eu aussi un autre événement qui était lié à ça, c'est justement que Gérald Darmanin a présenté sa démission, que le président de la République a refusé. Quelle leçon on peut tirer de ça ? Est-ce que finalement, c'est... on doit dire que voilà, Emmanuel Macron a confiance en Gérald Darmanin. Est-ce que c'était une présentation pour la forme ? Et ensuite, la dernière chose, c'est institutionnel. C'est-à-dire que, normalement, il me semble que le ministre de l'Intérieur doit présenter sa démission au Premier ministre et pas directement au président de la République. Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Moi, je pense déjà que Gérald Darmanin aurait dû démissionner depuis longtemps. Je pense qu'on est dans une démocratie ordinaire, quand vous avez un tel bilan migratoire, sécuritaire. Enfin, migratoire, on peut s'arrêter 2 minutes dessus. Il rentre en France l'équivalent de la ville de Toulouse. Il y a 320 000 demandes de premier titre de séjour, 137 000 demandes d'asile, il y a entre 400 000 et 900 000 clandestins. C'est pas les chiffres du Rassemblement national, hein. C'est le ministère de l'Intérieur et M. Stefanini qui est quand même spécialiste en la matière. Il y a à peu près 40 000 mineurs non accompagnés sur notre sol. Quand on a déjà ce bilan migratoire, quand on a le plus faible taux d'exécution des obligations de quitter le territoire, ce qui est quand même hallucinant. On en est à moins de 10%, je crois qu'on est à peu près à 7%, alors qu'il nous avait promis, souvenez-vous, 100% des OQTF exécutés. Et ce qui pose un vrai problème, parce que ça a endeuillé les Français, en fait, parce que l'assassin de la petite Lola était sous le coup d'une OQTF, et d'ailleurs était sous le coup d'un visa étudiant. Elle était rentrée avec un visa étudiant. C'est pour ça que ça fait froid dans le dos, quand vous voyez que finalement, même si votre visa étudiant marche pas, ils vont essayer de vous en trouver un autre visa. Enfin, on se dit, c'est au secours, en fait. On ne tire aucune leçon de ce qui arrive aux Français. On a eu Samuel Paty. Il devait y avoir un avant et un après Samuel Paty, souvenez-vous. En fait, l'après Samuel Paty s'appelle Dominique Bernard. Moi, en tant que députée, j'étais un lundi matin pour rendre hommage à Samuel Paty. Dominique Bernard n'était toujours pas enterré. Il avait été tué le vendredi. Et là, c'est absurde. Vous vous retrouvez avec les maires dans une cour devant une plaque avec marqué Samuel Paty et vous vous dites qu'en 3 ans après, il y a un autre prof qui est mort. Sous les coups, évidemment, de cette idéologie totalitaire qui est l'islam politique. Donc, en fait, quand on n'a tenu aucune leçon de ce qui s'est passé, quand on a perdu l'imam Iqwissem, souvenez-vous, c'était quand même l'humiliation totale. Quand on a eu le scandale du Stade de France, il a quand même fait croire que c'était les supporters anglais qui avaient mis le Bronx. Quand on a ce bilan, on ne peut pas, à mon avis, ne pas démissionner. Voilà. Je pense que dans une démocratie normale, la question ne se serait pas posée. Donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que ça fait très longtemps qu'il aurait dû démissionner. Alors, est-ce que cette démission était pour la forme ? Emmanuel Macron, en fait, c'est Emmanuel Macron qui nomme sur proposition du Premier ministre. Donc, le Premier ministre propose, mais c'est le président qui dispose. Donc, c'est normal qu'il lui ait donné à lui. Néanmoins, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire quand même qu'il y a une déconnexion totale, que le président de la République s'entête à le laisser en place au mépris de la volonté du peuple, quoi. Mais ceci dit, est-ce que ça, c'est pas la signature
quand même est-ce que c'est pas la patte macronienne? Est-ce que Emmanuel Macron, en fait, il n'aime pas les Français, il s'en fout depuis le début. Souvenez-vous, quand il voulait emmerder les vaccinés, quand il voulait la condescendance, quand il disait changer de trottoir, vous trouverez du boulot. Enfin, ce mec-là, il n'aime pas les Français. Donc, je pense qu'il y a une déconnexion totale. Je pense que ça crée encore une fois un peu une crise politique, parce que ce qui s'est passé là, c'est quand même révélateur quand même des clivages qui se sont noués. Je pense que c'était purement pour la forme, évidemment. Moi, je pense qu'il faut revenir au peuple. Voilà, Jordan Bardella en parlait ce matin. Je pense que quand vous êtes dans cette impasse, parce que là, c'est quand même une impasse, quand le projet phare quand même du ministre de l'Intérieur ne passe pas, c'est une impasse démocratique, c'est évident. Je pense qu'ils font comme s'il n'y avait pas eu de 19 juin. Et sauf que depuis le 19 juin, l'Assemblée ressemble plus à la France. Nous sommes 88 députés du Rassemblement national. La France est rentrée, en tout cas, une vision de la France très différente en fait de celle qu'il défend des rentrées. Ils font comme si ça n'était pas le cas. Encore une fois, je pense que c'est très révélateur de leur état d'esprit. Et effectivement, je me demande bien où est-ce que ça va nous mener quand même. Je voudrais revenir à l'examen de ce texte et en général il y a eu des attaques que le Rassemblement national a subies, notamment autour d'un amendement déposé par Hervé de Lépinot. Alors j'imagine que vous voyez bien duquel je parle. Pour nos auditeurs, il s'agit d'un amendement qui modifie les modalités d'embauche des travailleurs clandestins. À ce niveau-là, justement, vous avez été attaqué. On vous a dit que effectivement, vous vouliez faciliter l'embauche des clandestins. Est-ce que c'est le cas même d'une façon détournée quelque part pourquoi est-ce que pourquoi cet amendement a été déposé? Quand vous posez la question, vous vous dites pas qu'il y a un problème. Qui peut imaginer un seul instant que nous voulions favoriser l'embauche des clandestins? Enfin, c'est quand même juste énorme. Et pour ceux qui connaissent Hervé de Lépinot, qui est élu en Vaucluse, personne ne peut imaginer une seule seconde, évidemment, que ce soit le cas. Ça a été d'ailleurs une tactique politicienne de Gérald Darmanin, qui savait très bien ce qu'il faisait. Moi, je l'ai vu en coulisses et il était un petit sourire en disant qu'il avait très bien compris l'amendement, mais je pense qu'il fallait faire feu de tout bois. Ce que Hervé de Lépinot demandait, c'est que la preuve de la légalité des gens qui travaillaient ne repose pas sur les petits patrons, mais sur les prestataires. Vous faites des travaux chez vous, vous embauchez un couvreur, ça n'est pas à vous, nous aurions voulu que ça ne soit pas à vous, de vérifier que les gens qui étaient embauchés par ce couvreur soient en règle. En fait, ça libérait les petits patrons d'un contrôle supplémentaire qui ne leur appartient pas. C'est déjà, j'allais dire, au ministère de l'Intérieur de faire en sorte que ces gens-là ne rentrent pas sur notre sol, et après aux prestataires qui véritablement les embauchent, de vérifier qu'ils aient des papiers. Donc c'était juste ça, c'était un transfert de la charge de la preuve, non pas aux petits patrons pour les libérer, mais aux prestataires. Donc vous voyez bien qu'on est très très loin d'avoir eu envie d'embaucher. En fait, c'était tellement ridicule que je pense que personne n'a pu y croire. Ou alors, c'est que vraiment, il y a une mauvaise foi terrible dans nos adversaires politiques. Mais je sais pas, si on va dans la rue, on descend là, si on demande à 10 personnes si ils pensent qu'on ait fait quelque chose en sorte de favoriser le travail des clandestins, je pense que personne ne vous croirait. Alors, en tout cas, il y a une personne qui partage pas cet avis, c'est Éric Zemmour, par exemple. Ce qui se passe, c'est que selon lui, si on le comprend, ce qui se passe, c'est que le RN s'est trahi. Alors je vais le citer, mais en parlant justement de cet amendement, il disait justement, quand on parle comme le système, on finit par agir comme le système. Alors est-ce que le Rassemblement national est rentré dans le système, et est-ce que vous êtes trop diabolisé quelque part? Non, mais Éric Zemmour est en campagne européenne, il a des petits scores. Je pense que la survie de son parti est un peu en jeu, parce que je pense que s'ils font moins de 5%, ça va être très compliqué pour Reconquête de continuer. Donc je pense qu'il essaye encore une fois de cliver. Quand je parlais de mauvaise foi, vous avez un exemple type de mauvaise foi. Je le regrette, parce que il peut pas dans un sens dire qu'on va dans le même sens, et après dire tout le mal qu'il pense de nous. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire en ce moment. Moi, je pense qu'on est un parti de gouvernement. Nous, on se prépare à gouverner le pays. Ce qui donne d'ailleurs une certaine gravité, et c'est assez vertigineux, parce que quand on voit l'ampleur de la tâche, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans l'industrie, dans l'agriculture, c'est quand même
voilà, le chantier est immense. Et c'est vrai que nous, on se rapproche du pouvoir, on le voit bien. Il y a une adhésion quand même. Il y a beaucoup de victoires idéologiques du Rassemblement national. Notre tort est sûrement d'avoir eu raison trop tôt. On le dit souvent, mais quelque part, tout ce que Marine Le Pen dit depuis 20 ans, et même ce que son père a pu dire avant aussi en matière migratoire, sont évidemment ce qui se passe. Et je pense que nous apportons les solutions de façon très équilibrée. En plus, moi, j'aime beaucoup, moi, je me sens très à l'aise dans cette famille politique parce que j'aime à la fois s'occuper de la fin de la France et de la fin du mois. Voilà. J'aime, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Essayer de faire croire que nous ne sommes pas forts en matière migratoire, ni fermes. Voilà, je pense que personne n'est dupe. Je pense que c'est une façon d'essayer d'exister. Malheureusement, je pense que c'est pas la bonne. Il y a eu une autre critique que vous avez prise. Alors cette fois-ci, il me semble que c'était pas pendant vous n'avez pas de la niche LR et de l'accord 68. Voilà. Alors, quel bonheur, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, je pourrais expliquer à nos auditeurs d'abord. Il y a une niche parlementaire du Parti des Républicains. Voilà. Donc, c'était le jour de l'année où ils pouvaient faire des propositions de loi et ils ont choisi de prendre une de ces propositions pour dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui favorise l'immigration algérienne. Alors, à Livre Noir, d'ailleurs, nous, on avait pris cette question assez à cœur parce que le directeur de notre comité stratégique, c'est Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie et qui connaît bien la question. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que durant ce vote, ce qui n'est pas passé à 5 voix près environ, il me semble, il y avait une certaine part de parlementaires du RN qui étaient absents. Alors, pourquoi cette absence de 40 de vos députés ? Donc, on remet les choses dans leur contexte. C'est évidemment une niche LR, donc c'est le jour où on choisit les propositions de loi. D'ailleurs, les LR n'étaient qu'un tiers. C'est quand même marrant parce que c'était leur journée et ils n'étaient qu'un tiers assiégés pour défendre leur propre texte. Donc, c'est quand même assez dingue. Cet accord, on le dénonce depuis 40 ans à peu près. Je veux dire, personne ne peut nous faire le procès de ne pas avoir envie de le dénoncer. Il faudra d'ailleurs qu'en arrivant au pouvoir, on le dénonce tout de suite. Mais il s'était fait sous une proposition de résolution. C'est-à-dire que même si ça avait été voté, de toute façon, c'était juste un signal envoyé. Alors un signal fort, mais simplement un signal envoyé, puisque ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait absolument pas forcé quiconque, le président de la République, de dénoncer cet accord. Donc c'était symbolique. Le symbole a de l'importance. Nous étions 40, évidemment, sur 88. Nous sommes le groupe le plus présent à l'Assemblée nationale. Donc, pour le coup, on n'a pas vraiment de leçons à recevoir. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes dans l'hémicycle, la majorité passe son temps à compter le nombre de ses adversaires. Et donc, si nous avions été plus, la majorité aurait fait venir plus de gens. Et en fait, l'équilibre qu'il y avait là dans l'hémicycle aurait été le même équilibre si l'hémicycle avait été plein, en fait. Donc, si nous sommes 40, je sais pas, la majorité, ils étaient 120. Si nous avions été 80, ils auraient été 200. Donc, en fait, c'est un faux procès de ceux qui ne connaissent pas la façon dont... Enfin, moi, je jette pas la pierre. Avant d'arriver, je ne connaissais pas non plus. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était un procès tellement facile. Encore une fois, c'est quoi l'idée ? C'est que ce petit milieu essaye de décrédibiliser le parti qui porte la parole sur l'immigration avec une fermeté depuis 40 ans, qui en passe quand même d'arriver au pouvoir. C'est quoi l'idée, en fait ? Non, mais je me demande, je me dis, décrédibiliser à tout prix, alors quand on fait 5% et qu'on fera jamais... je veux dire, Éric Zemmour n'arrivera jamais au pouvoir en France, voilà, on le sait. C'est vrai que je comprends pas bien. Alors moi, je m'étonne, mais je râle. Hein. J'ai râlé contre le Salon Belge qui avait fait un article que j'avais trouvé dégueulasse. J'ai pris mon téléphone et je leur ai dit que j'ai trouvé vraiment que c'était de la mauvaise foi. Alors, je sais bien qu'on est en campagne électorale, je sais bien que chacun essaye d'exister, mais je pense que mentir aux gens, c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il vaut mieux essayer de convaincre et d'arrêter quand même de tirer à boulet rouge cette formation politique où nous... je veux dire, on passe notre vie, notre temps, toute notre énergie à arriver au pouvoir parce que les choses sont trop graves, en fait. Nous, on veut que les OQTF elles soient exécutées, on veut dénoncer cet accord de 1968 qui donne des largesses dingues à la communauté algérienne, qui d'ailleurs est la plus représentée. Je crois que c'est 30%, je pense, des immigrés qui sont sur notre sol sont algériens. Voilà, encore une fois, essayer de faire douter. En plus, je trouve ça contre-productif parce que faire douter
que nous soyons fermes en matière migratoire, c'est quand même, je sais pas, ça me paraît complètement dingue. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est pas une jolie façon de faire, voilà. Alors, vous parliez d'accéder au pouvoir. Il y a une crainte qui, quand même, existe parmi nombre d'électeurs de droite, notamment dans ce qu'on appelle le camp souverainiste, mais aussi ailleurs. C'est que, en fait, même dans le cas où le Rassemblement national et Marine Le Pen arriveraient au pouvoir, que vous ne soyez pas capable de réellement lutter contre l'immigration à cause d'institutions comme l'Union européenne, mais aussi comme la CEDH. On voit que, par exemple, ça a été le cas. Par exemple, le Royaume-Uni était sorti de l'Union européenne. Il y a eu des mesures migratoires qu'ils n'ont pas pu prendre pour cette cause. Et il y a une certaine peur de ce que certains appellent la mélonisation, c'est-à-dire, effectivement, beaucoup d'annonces sur le sujet de l'immigration, et puis derrière, rien. Alors, déjà, Mélanie, c'était pas notre allié. Vous le savez, notre allié, c'est Matteo Salvini, qui, quand il a été Premier ministre, a réduit drastiquement l'entrée des migrants sur son sol. Mélanie, elle est arrivée avec un pays en faillite, avec un chantage dingue de la part de l'Union européenne. En gros, c'est si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas l'argent du plan de relance. Nous, nos dirigeants, ils avaient été soumis à ce même chantage sur la loi des retraites. On avait dit à Bruno Le Maire, si cette loi ne passe pas avant l'été, vous n'aurez pas l'argent du plan de relance. Donc finalement, chacun a eu ses petits renoncements. La grande différence, c'est que nous, on veut graver dans le marbre, donc graver dans la Constitution tous les outils politiques, juridiques, administratifs qui nous permettront de lutter contre cette immigration. On veut mettre dans la Constitution, qui est le texte suprême, parce que sous la Ve République, le peuple est souverain, et c'est la Constitution, c'est l'émanation de ce que pense le peuple. Donc on veut mettre dans la Constitution le droit de la nationalité, le droit des étrangers. Donc le droit des étrangers, ça va être tout ce qui régit sur le fait qu'il faut que les demandes d'asile soient faites en amont dans les pays d'où viennent les gens, qu'on expulsera évidemment tous les délinquants étrangers. Ça va être tout ce qui régit le fait qu'il n'y ait pas de régularisation, par exemple. Quand Marine Le Pen sera au pouvoir, si vous posez le doigt de pied sur le sol sans avoir été convié, vous avez la certitude que vous ne serez jamais régularisé. C'est ce que fait l'Australie, ça marche très très bien, et personne ne crie au scandale. Pour expliquer simplement très rapidement à nos auditeurs, c'est parce qu'il y a effectivement une hiérarchie des lois, et que la Constitution est au-dessus des lois européennes, mais en revanche, les lois françaises sont en dessous des lois européennes. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle il faut graver dans la Constitution, évidemment, ça, sur la nationalité. Il faut que dans la Constitution, il faut qu'on mette fin au droit du sol, évidemment. Et typiquement, les LR, par exemple, au Sénat, ne remettaient pas en cause le droit du sol. C'est quand même assez hallucinant. Enfin, ça me paraît fou, parce que c'est quand même une mesure clé, une mesure phare, parce que voilà, faut dire aux gens qui nous écoutent, si vous venez en France, vous accouchez, il y a une quasi-automaticité dans l'acquisition de la nationalité française. On veut aussi graver dans la Constitution le fait qu'être français, ça donne aussi des droits. C'est plus qu'à ceux qui ne sont pas français. Encore une fois, ça paraît tellement simple, mais voilà, il faut qu'il y ait une priorité dans les aides sociales de solidarité, dans le logement, dans l'accès au travail. Donc tout ça, il faut qu'on le grave dans la Constitution, et il faut laisser, tant pis, inappliquer des décisions de la CEDH qui seraient contraires à cette Constitution. Mais pour ça, il faut que la France ait la volonté politique de le faire. Et c'est vrai que on en revient à tout à l'heure. Moi, j'ai du mal, quand on essaye de remettre en doute la volonté politique de ma famille politique qui se bat depuis 40 ou 50 ans pour ça, je veux dire, là, c'est marrant parce que on est élu. Moi, j'ai connu le Rassemblement national et le Front national, on faisait 8%, quoi. Fallait y aller quand même. Enfin, je veux dire, on n'a jamais quitté le navire, alors que c'était quand même parce qu'on croyait en nos idées, et que c'est la fameuse phrase de Le Pen, je crois, je préfère perdre sur mes idées que gagner avec celles des autres. Et c'est quand même ce que des générations de cadres du Front National ont fait aussi avant nous. Donc, c'est en ça que cette victoire du 19 juin, elle était très forte, à la fois à titre personnel, parce qu'évidemment, quand vous allez dans une élection, vous avez envie de la gagner, mais moi, j'ai eu une grande émotion pour ma famille politique, qui enfin avait, j'allais dire... qui accédait à un lieu qui, depuis longtemps, aurait dû lui être ouvert. Mais je pense qu'on aura la volonté politique, moi. Et la volonté politique, c'est ce qui fait toute la différence. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je suis certaine qu'on aura la volonté politique. Je suis certaine que Marine Le Pen aura cette volonté politique. Quand tout ce que vous faites, à chaque fois qu'on travaille, on travaille pour ça. On travaille pour quand on sera, évidemment...
aux responsabilités. Donc on travaille beaucoup, on essaye de se spécialiser, on essaye de tout appréhender, mais en tout cas la volonté politique, bien sûr qu'on l'a. Enfin moi je ne laisserai pas de côté ma famille, mon mari, pour venir en goguette à Paris, quoi. Je veux dire, si on est là, c'est qu'on est persuadé quand même que ce qu'on fait, c'est bien, et c'est surtout dans l'intérêt des Français, et que je pense que le temps des peuples est venu, oui, donc vivement 2027, ouais. D'ici là, il y a quand même la question de l'immigration qui se posera dans les 3 années à venir. Ça va être un sujet qui... on a peur, beaucoup de gens ont peur qu'il soit de plus en plus inflammable. Dans notre magazine, pour vous dire, on a consulté des différents membres des renseignements en France qui nous disaient, pour une part, que le scénario de la guerre civile n'était pas complètement à écarter non plus. Est-ce que vous pensez que c'est possible un jour qu'effectivement il y ait des émeutes en grand? Déjà, c'était pas petit, mais... Oui, c'était pas petit. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un climat qui est quand même très particulier, hein, on le voit bien. Et puis c'est un climat qui est délétère et qui est surtout la conséquence de choix politiques complètement désastreux, quoi. Et c'est là où moi je pense que nous sommes une alternative en disant aux Français, on peut faire différemment, en fait, on peut reprendre en main cette matière migratoire. Il faut qu'il y ait un tournant sécuritaire, évidemment. Il faut que les gens soient condamnés à des vraies peines, il faut qu'ils soient emprisonnés, mais pour ça il faut qu'il y ait des prisons. Souvenez-vous, Macron avait dit 15 000 à la fin de son premier quinquennat, il y en avait à peine 5 000 qui avaient commencé à voir le jour. Donc en fait, il y a défaillance, là, c'est certain, de nos dernières politiques, mais je vais vous dire, je suis assez attachée, mes collaborateurs vont se marrer quand ils vont voir que j'ai dit ça, parce qu'ils pensent que c'est ma marotte, mais le rapport Aubin, c'était un rapport qui, en 2004, a été rendu sur la pénétration de l'islam politique et des signes de radicalisation à l'école. Ça a été donné à François Fillon quand il était ministre de l'Éducation, c'était déjà en 2004, mais il y avait déjà des signes qui étaient complètement fous. Il y avait des enfants qui ne rentraient pas dans une salle de classe parce que le mobilier était rouge et que le rouge, c'est haram. Et ça, je peux vous dire qu'ils ne seraient pas assis sur votre fauteuil. C'était des jeunes filles, des classes entières de jeunes filles qui étaient allergiques au chlore pour pas aller à la piscine, pour évidemment ne pas dévoiler, ne pas se mettre en maillot de bain. C'était en maternelle, dans certains quartiers, des petits garçons qui ne voulaient pas se mettre en rang 2 par 2, parce qu'ils ne voulaient pas tenir la main de petites filles. Donc ces signes-là, on les avait depuis longtemps. Ce rapport, il date de 2004, et on n'a rien fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu une espèce de complicité et de faire l'autruche, alors qu'on savait que c'était explosif. Et ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé avec une fatwa et un prof décapité, quand même. Enfin, en fait, c'est vertigineux de se dire que tout ce qu'on savait, on a laissé prospérer, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de volonté politique. Et c'est vrai que là, on se trouve à un moment où c'est très compliqué. Moi, je suis mère de famille, j'ai des enfants qui sortent. Typiquement, un drame comme Crépol, moi, ça me fait flipper, quoi, parce que mes enfants, ils vont dans des fêtes de village, ils vont en boîte, et quand ils sortent, ils se font embêter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est certain qu'il y a quand même des jeunes des quartiers qui cherchent systématiquement l'affrontement, parce qu'on est devenu dans une société ultra violente. Que l'ensauvagement dont parlait Jordan Bardella, qui est maintenant un mot qui est repris même par Gérald Darmanin, est présent, c'est certain. Quand vous avez 120 attaques au couteau par jour, quand vous avez une agression gratuite toutes les 44 secondes, quand vous avez, là, le dernier, c'est quand même dingue, le mec qui va rendre son jogging qu'il a vendu sur Vinted dans un quartier avant-hier, et que le mec se fait planter. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a eu, on attend l'enquête, mais il y a une désacralisation du corps aussi, de l'intégrité physique. Il lui a mis un coup de couteau, voilà, il a touché la fémorale, le mec est mort. Bon, tout ça, ça pose quand même des vraies questions, mais moi je pense qu'on peut y remédier. Voilà, je pense que la guerre civile est pas inéluctable. Je pense qu'on a les moyens. Encore une fois, si on avait la volonté politique de faire en sorte que ça s'arrête, ou du moins qu'il y ait de la fermeté, en fait. Il faut cette fermeté, mais il faut qu'un voyou, à la première incartade, il se fasse arrêter, qu'il ait une triple certitude d'être arrêté, qu'il y ait une peine qui soit prononcée, et que cette peine, elle soit exécutée, parce que là, en fait, il y a un sentiment d'impunité qui est complètement hallucinant. Donc quand il n'y a pas de crainte, il y a un sentiment d'impunité, puis même une inversion, après, vous avez vu de l'accusation. On l'a vu avec Crépol, quand vous avez Monsieur Cohen qui fait son édito. C'est à ce moment-là que j'ai saisi l'ARCOM, parce que ça m'a paru, on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, mais que ça m'a paru complètement délirant de se dire que les journalistes aussi mettaient de l'huile sur le feu, quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu différemment. Je prends un coup d'eau. Je pense qu'on peut... c'est pas une fatalité, ce qu'on vit.
c'est pas une fatalité, et c'est en ça que les Français ont une arme, c'est évidemment le bulletin de vote. Voilà, c'est peut-être tout ce qui nous reste, mais c'est tellement puissant que ça peut évidemment changer le cours des choses. Vous parliez des médias, alors on voit déjà qu'il y a une forme d'accoutumance qui est en train de se créer à ces drames, c'est-à-dire que finalement il y a presque on a l'impression que c'est de nouveaux cycles à chaque fois qui recommencent, à chaque fois en fait, un drame, va y avoir une dénonciation par un certain camp, une dénonciation de la récupération, la récupération de la récupération, et il y a une sorte de musique médiatique qui est en train de tourner à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas s'habituer aux mêmes attaques djihadistes? Peut-être que le pont de Bir Hakeim, ça sera oublié dans 2-3 semaines. Comment on fait pour ne pas s'habituer et pour, quelque part, toujours garder ce tempérament de révolte face à ces drames? Non, mais c'est une vraie question. On a quand même vécu des trucs horribles quand on y pense. Quand vous avez eu le Bataclan, je me demande même comment est-ce qu'on s'est remis du Bataclan. C'est quand même un traumatisme dingue. Après, on a eu Nice. Souvenez-vous, vous allez en famille au 14 juillet, vous faites rouler dessus par un djihadiste, et il y a quand même 80 morts, je crois. Un truc absolument épouvantable. Nice a été réendeuillé après à la cathédrale, il y a eu le père Hamel, il y a eu Laura et Morane. Moi, je me suis trouvée, ça a été le moment d'émotion, je pense, de ma petite carrière le plus émouvant. C'est quand j'arrive sur ce plateau de France 2 et qu'il y a la maman de Laura qui avait été égorgée à la gare de Marseille par quelqu'un qui était sous OQTF. Et là, c'est vrai quand on voit cette maman-là se désarroi, je lui dis d'ailleurs à quel point l'assassinat épouvantable de sa fille était un des moteurs de mon engagement. Enfin, Marseille, moi j'habite à côté, j'ai une fille qui a fait des études là-bas, il n'y a pas une fois où je vais à la gare de Marseille et je ne pense pas à ça. En fait, on ne peut pas s'habituer, c'est pas possible. Donc... mais c'est une tentation. Enfin, c'est une tentation. Je pense que c'est pas une tentation, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, comptez sur moi pour ne pas m'habituer. Jamais. On ne peut pas se résoudre, en fait, à ce que la jeunesse de son pays soit comme ça, égorgée au nom d'une idéologie totalitaire qui n'a rien à faire ici et qu'on doit combattre de toutes nos forces. Mais moi, sur le procès en récupération des médias, mais moi, je rigole à chaque fois que j'y vais. Quand vous êtes invité par BFM TV qui tourne en boucle des images de temps en temps assez hallucinantes et qui vous dit « Oui, vous n'avez pas l'impression de faire de la récupération ?» Je leur ai dit, attendez, dès qu'il y a un drame, nous, porte-parole, on est appelés dans les 10 secondes, on est sursollicités pour répondre à leurs questions. Mais en fait, si on répond à leurs questions, ils disent que c'est nous qui ne respectent pas le délai de la décence. Et je dis, mais attendez, je réponds simplement à vos questions. Et puis, moi, je suis une femme politique. Je suis là pour trouver des solutions. Moi, je suis là pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Pour faire en sorte qu'on ne trouve pas Lola découpée dans une valise, alors qu'elle rentrait de l'école. Et cette détermination, elle ne nous quitte pas, parce qu'on ne peut pas se résoudre, sachant qu'il y a des solutions. Et encore une fois, c'est ça. Ce qu'on vit n'est pas une fatalité. C'est parce qu'ils ont baissé les bras. Ils ont fait des choix politiques qui nous permettent plus de réagir comme il faut, en fait, et de protéger son propre peuple, mais ce qui est quand même complètement hallucinant. J'ai quand même une lueur d'espoir. Moi, j'ai trouvé vous l'avez sûrement noté comme moi, mais qu'à l'enterrement de Thomas, après ce drame terrible, il y avait un drapeau français. Et je sais pas, moi, j'en ai fait des enterrements et j'ai jamais vu de drapeau français sur le parvis. Et je me suis dit... en fait, voilà. Alors, malheureusement, ils enterraient Thomas. C'était épouvantable. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais la France n'est pas morte. J'ai trouvé qu'il y avait on sentait qu'il y avait cette France des campagnes qui voulait vivre, quoi. Et donc, je pense que ce sursaut, il faut le cultiver aussi dans notre peuple, parce que il a été annihilé, je pense, avec les marches blanches, avec les bougies. En fait, non, on n'endort pas un peuple, en fait. Et c'était un peu l'objectif quand même de ces marches blanches. En fait, il faut garder, je pense, intact, effectivement, cette fougue de vouloir lutter contre... En fait, on nous fait la guerre, voilà. Et donc, quand on vous fait la guerre, on répond pas avec des marches blanches et des bougies, on se dote de moyens juridiques, administratifs, politiques qui vous permettent de mener cette guerre. Et voilà, en tout cas, c'est toute la volonté politique que nous avons. Et je pense que les Français l'ont bien compris, parce que c'est vrai qu'ils nous plébiscitent quand même pas mal, et sans flagronnerie aucune, parce que à la fois, c'est très... satisfaisant, mais c'est vertigineux aussi de voir tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on arrive à un moment où les Français ont compris que la vision de Marine Le Pen était celle qui allait remettre le pays debout.
Alors, maintenant, j'ai envie de dire, parlons de vous. Mais vous prenez dans ces histoires, effectivement, d'agression, notamment sur Crépol, l'exemple de votre famille. Vous revendiquez quelque part mère de famille nombreuse, de 5 enfants, c'est bien ça. Je voulais savoir comment est-ce que, vous vivez en tant que mère de famille et députée française à la fois. En fait, je pense que c'est une grande chance. Alors, pas pour mon mari, le pauvre, parce que ça, c'est très compliqué. Mais pour moi, c'est une grande chance parce que quand vous avez 5 enfants, moi, je suis très ancrée quand même dans le quotidien. Donc, le fait de partager les emmerdes des Français, quand même, je pense que ça me rend crédible. C'est-à-dire que quand je dis au ministre de la Santé qu'un jour, mon pharmacien m'a appelé pour me dire que pour une de mes filles qui est diabétique, il n'y avait pas d'insuline, si vous voulez, je peux parler de la pénurie de médicaments vraiment de façon très tranquille. Et on ne peut pas me taxer d'avoir inventé quoi que ce soit. Effectivement, quand je parle violence, ensauvagement, moi je les vois bien, hein, j'habite à Toulon, je veux dire, mes filles vont plus vraiment à la plage à Toulon, tellement il y a une espèce d'insécurité sur les plages du Morillon, où c'est quand même compliqué. Ça pose une vraie question quand même. Donc c'est vrai que ça, j'ai une jeune fille handicapée aussi, hein, pas du tout Cosette, hein, c'est très gai chez nous, mais voilà, je sais toutes les difficultés que les parents d'enfants handicapés rencontrent pour scolariser leur enfant, pour avoir une place en Ulysse, pour avoir une AESH, donc une aide pour votre fille à temps plein et pas simplement à 5 heures dans la semaine. Donc je connais les recours qu'il faut faire à la maison départementale des personnes handicapées. Je sais toute la difficulté après de trouver un IME, donc un institut médico-éducatif. Enfin, donc c'est vrai que quand vous partagez ce quotidien, déjà vous voyez à peu près ce qu'il faut améliorer. Donc ça donne quand même une vision, j'allais dire, très ancrée. Voilà, moi je fais mes courses, je sais exactement ce que ça coûte, je sais combien ce que ça coûte de nourrir 7 personnes. Voilà, ça permet aussi de ne pas être déconnecté. Et je pense que c'est une chance pour ça, de partager ce quotidien et de partager les emmerdes des Français. Ça vous rend, à mon avis, assez crédible. Alors, je sais que quand on parle de votre famille, c'est toujours votre fille trisomique qui revient dedans. Alors, on ne veut pas oublier les autres non plus, hein, on les salue. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui plutôt exceptionnel d'être parent d'enfants handicapés. C'est-à-dire que c'est souvent vécu comme étant une vraie contrainte, une vraie charge. Et on entend souvent chez les jeunes couples cette phrase « Ah oui, j'espère que j'aurai pas d'enfants trisomiques ou handicapés ». Est-ce que vous auriez un message à faire passer quelque part à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être parent d'un enfant effectivement en fait, c'est sûr que quand vous touchez de près ou de loin le handicap, vous accédez à des valeurs qui sont tellement éloignées des valeurs du monde moderne, quoi. C'est-à-dire que faut pas être pressé quand vous êtes maman d'un enfant porteur de trisomie 21. C'est un peu quand même des valeurs d'humilité où il n'y a pas de production. Vous voyez, on est très dans en fait, vous aimez un enfant pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il produit. Donc, c'est très différent de ce que la société moderne, quand même, vous vante pour être heureux, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande dichotomie. Ceci dit, la trisomie 21, c'est quand même un handicap assez easy, quoi. Franchement, vivre en famille, c'est assez simple. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est un handicap qui est très compatible avec une vie de famille, même si, évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit ordinaire et qu'elle aille bien. Et moi, je comprends les parents qui se disent ça, parce que quand même, de base, on a envie d'avoir des enfants en bonne santé. Mais c'est quand même un handicap. Voilà, moi, j'ai rencontré, depuis que je suis élue, quand même des handicaps beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles, où justement, je pense que l'État, là aussi, est défaillant. Je pense à Emma, sur ma circonscription, qui est dans un établissement qui est polyhandicapé, qui est dans un établissement où elle était prise en charge, où elle devait devenir interne, et on leur a dit, après une équipe éducative, merci, au revoir, finalement, il y a un changement juridique de statut de l'établissement, on doit diviser par 2 le nombre d'enfants par chambre, donc on ne peut plus s'occuper d'Emma. Et là, vous vous retrouvez avec un enfant polyhandicapé, aucune association, personne qui arrive à vous aider, votre vie bascule du tout au tout. Et j'ai pu en parler au ministre, et ça, c'était assez touchant. Je me dis, parler d'Emma au ministre, j'avais trouvé que j'étais bien à ma place, en fait. Mais oui, ce sont des valeurs, en fait, véhiculées par handicap qui sont à l'opposé de ce qu'on prône. Et c'est, à mon avis, pourtant ça qui vous fait ralentir et
et avoir une vision de la vie très, très différente. Mais on aura sûrement cette question aussi au moment des soins palliatifs, enfin au moment de la loi aussi, voilà. Mais c'est vrai que, non, je pense que ça donne... moi, je râle de temps en temps, parce que j'aimerais qu'elle aille un peu plus vite, enfin voilà, mais... puis nous, elle parle pas, donc on n'a pas trop de chance, mais en fait, sa mère parle pour elle, je pense. Oui. Elle va se dire, je vais la laisser parler. Alors, autrement, effectivement, vous m'avez fait la transition. Voilà. Alors, bon, pas forcément très, très heureuse, mais effectivement, sur le sujet de l'euthanasie. Alors, il faut dire que, même si je suis sûr que vous direz le contraire, le Rassemblement national parle peu de questions sociétales en général. Il n'y a pas une ligne à ce sujet-là. La question de l'euthanasie risque de se poser dans les mois ou dans les années à venir. Son éventuelle légalisation, alors ça dépendra parce qu'il y a plusieurs législations existantes sur le sujet. Justement, quelle est votre opinion sur cette question? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une affaire de dignité et de Alors, en fait, choix déjà, c'est pas tout à fait vrai. On parle des questions sociétales et moi, enfin, je suis très tranquille, en tout cas, pour en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une liberté de vote, par contre. Donc, effectivement, le Rassemblement national, ça ressemble à la France. Donc, il y a tout un tas, évidemment, d'opinions qui peuvent être diverses. On avait une liberté de vote sur la constitutionnalisation de l'IVG. Et ces questions sociétales, elles sont clivantes quand même, parce qu'elles touchent à l'intime. Et c'est vrai que nous, on pensait qu'il fallait passer par déjà un moratoire sur ces questions-là et poser la question... les Français auraient pu se saisir d'un référendum, puisque nous voulions que si 500 000 citoyens posaient une question, nous en ferions un référendum. Donc, non, on est très tranquille. Et sur la question de cette loi qui arrive, qui est quand même une loi assez terrible, c'est ma collègue Sandrine de Gorsuch qui a beaucoup travaillé sur la question, qui a eu énormément d'auditions, et on est très attaché au développement des soins palliatifs, parce qu'en fait, il est prouvé, j'allais dire, que quand vous voulez mourir parce que vous souffrez, quoi. Et en fait, quand votre souffrance est prise en charge, globalement, vous avez beaucoup moins envie de mourir. C'est pas simple, hein. On a tous des exemples dans nos familles de fin de vie très compliqués, mais vous avez raison. Ça pose la question de la dignité du corps. De l'intégrité physique aussi, on en parlait tout à l'heure, mais de ce corps qui est quasi sacré quand même. Et les gens qui nous écoutent peuvent aller voir, Marine Le Pen en parle très bien dans une émission qui s'appelle Les Français dans les yeux, je crois, juste avant la campagne présidentielle, où elle dit que justement, on n'est pas censé décider de savoir à quel moment est-ce qu'on meurt, quoi, qu'il y a cette dimension quasi sacrée du corps. Et que la main qui soigne, enfin ça c'est moi qui le dis, mais la main qui soigne ne peut pas être la même main qui donne la mort, quoi. Donc ce qu'il faut évidemment, c'est des soins palliatifs à foison, c'est exactement ce qui manque. Il y a trop de départements en France qui n'ont pas de soins palliatifs. Et puis ça peut être aussi des soins palliatifs à domicile, hein. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus, qui vont visiter, aider des malades, mais ce qui est certain, c'est que la douleur doit être prise en charge. Ça c'est évident. Enfin je veux dire, on peut pas imaginer en 2023 souffrir. Et puis, c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, moi je suis assez attachée à ça, c'est que quelle est la vision que la société porte en fait sur ces gens-là qui sont en train de mourir. On a envie d'évacuer le problème en fait un peu vite finalement parce que ça nous gêne, quoi, parce que un peu comme le handicap d'ailleurs. Donc je pense que le regard que l'on porte évidemment sur cette faiblesse, c'est une question de société même. Et donc, je dis pas qu'on arrivera à changer les choses, mais je pense que ça va être important et j'ai hâte un peu de ces débats qui, j'espère, seront pour le coup dans la dignité. Nous, on part du principe que la loi Leonetti-Claes, telle qu'elle a été, la dernière, est pas du tout appliquée, en fait. Donc, il faudrait déjà l'appliquer dans son entièreté. Il y a les directives anticipées. On peut finir sa vie sédatée, sans souffrir, sans pour autant, évidemment, que ça soit du suicide assisté. Et d'ailleurs, le gouvernement sort ce mot, je crois qu'il n'y a plus suicide assisté dans la nouvelle version là, la loi, parce qu'en fait, pudiquement, ils essayent de faire passer ça. Mais vous avez raison, c'est assez choquant. Le 1er janvier dernier, ça a été une des paroles de Yael Braun-Pivet, donc qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit cette année sera l'année, en gros, où cette loi d'euthanasie passera. Donc c'était assez glaçant pour un 1er janvier, où en fait, on vous souhaite tout le bien pour l'année à venir, de vous dire que finalement, c'est une année où on légalisera l'idée de donner la mort. Nous étions assez mal à l'aise. Alors,
vous parlez justement du rapport à la mort, à la société. Il y a aussi une question qui entre globalement dans ce champ, c'est la question des EHPAD. On a connu ces dernières années beaucoup de scandales autour des EHPAD. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour améliorer aussi les plus faibles, mais les plus âgés et aussi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous seriez personnellement favorable au fait que voilà, un changement de société qui aille vers le fait que peut-être les parents prennent en compte, prennent en charge quelque part leurs parents à eux, que voilà, on recrée des maisons familiales comme c'était le cas avant. Ce qui est certain, j'ai une fulgurance, là je repense aussi à la loi Leonetti-Claes dont on parlait juste avant. Leonetti disait, si on accepte la loi que le gouvernement met sur la table, on ne va pas plus loin, on va ailleurs. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est quand même celui qui a rédigé la loi d'avant. Je pense que c'est important de garder ça en mémoire. En fait, elle n'est pas appliquée, on ne va pas assez loin. Alors, très intéressant ce que vous me dites. Alors, moi, je suis à la commission Affaires sociales. Donc, j'ai fait un rapport, j'ai fait une mission flash il n'y a pas très longtemps sur les maladies neurodégénératives, donc sclérose en plaques, Parkinson et Alzheimer. Donc, j'ai auditionné des directeurs d'établissements, des directeurs d'EHPAD, le ministère de la Santé. Il y a eu, je pense, en France, de bonne foi, dans les années 80, l'idée du tout EHPAD. Ça a été, ils ont dû se dire, tiens, ça va être une solution géniale, on va libérer les familles en mettant les gens dans des maisons. Et on voit, 30 ans après, le fiasco que représente l'EHPAD et surtout les scandales absolument hallucinants avec Orpea. C'est pour ça, petite digression, j'ai eu la chance, dans la niche dernière, en janvier dernier, de porter une loi qui va passer à 9 voix près, d'ailleurs, j'ai toujours un peu en travers. En fait, je voulais que les parlementaires puissent aller dans les EHPAD sans prévenir, comme on peut déjà le faire dans les prisons ou dans les hôpitaux psychiatriques. Et je trouvais que ça avait de l'intérêt, quand on connaît les dysfonctionnements structurels qu'il y a dans ces EHPAD, de vous pointer sans prévenir. Parce que moi, si vous me dites que vous venez dîner à la maison, je vais ranger chez moi, figurez-vous, Alexandre. Et vous allez arriver, ça va être nickel. Alors que peut-être que 2 heures auparavant, c'était un peu plus rock'n'roll. Et donc, je trouvais que ça avait de l'intérêt et c'était pas dans un... On ne serait pas venus comme des cow-boys, quoi. Hein. C'était vraiment dans l'intérêt, évidemment, des résidents. Je voulais pour les EHPAD et je voulais aussi pour les centres sociaux à l'enfance avec les enfants placés. Bon, c'est pas passé. C'est pas passé parce que c'était moi, parce que c'est quand même une loi qui avait été portée de façon transpartisane déjà l'année d'avant. Bon, bref, là aussi, petite déconvenue en se disant c'est pas possible, les gens sont, c'est trop con de refuser que parce que c'est moi. Et j'ai vu le côté sectaire quand même de mes adversaires politiques. Il y a d'autres façons de faire. Et il y a plein de gens qui ont plein d'idées sur des alternatives aux EHPAD, notamment une fille sur ma circonscription qui accueille les patients qui ont Alzheimer de façon cadencée, c'est-à-dire que le lundi et le jeudi sont ceux qui sont pas tellement atteints, avec qui vous pouvez jouer au Scrabble et faire des mémos. Le mardi et le vendredi, c'est les gens qui sont un peu plus atteints. Et les très atteints, c'est le mercredi et le samedi. Et donc, tout le monde est content, les familles sont ravies parce que la maladie, c'est pas facile, et que quand vous avez votre mari qui a Alzheimer, mais précoce ou au début, vous n'avez pas envie qu'il se retrouve avec un vieux monsieur de 80 ans qui a déjà Alzheimer depuis 20 ans. Il y a un effet miroir qui est difficile à la fois pour la famille et à la fois pour le patient. Et du coup, le fait de recevoir les gens en fonction de leur degré d'autonomie, c'était vraiment une super idée. Et il se trouve que au-dessus de cet accueil, au premier étage, il y a un plateau qui est déjà prêt pour faire des nuits, pour recevoir les résidents à la nuit, parce que les aidants sont quand même dans des situations d'épuisement assez hallucinants et ont du mal à pouvoir laisser leurs conjoints ou leurs parents malades. Ce projet, il est génial, il est financé, mais figurez-vous que les ARS ont dit non, parce que comme il reste quand même des places d'EHPAD qui sont vides, on va quand même pas essayer autre chose. Donc, pour vous dire à quel point les pouvoirs publics sont à côté de la plaque, alors on s'est vraiment manifesté avec ma collègue, pourtant de la majorité, parce que quand on fait une mission, vous êtes député, on vous accole toujours quelqu'un de la majorité. Mais on a fait les mêmes constats. Et c'est vrai que j'espère que ça va évoluer et que de ce tout EHPAD, on va tomber dans des situations beaucoup plus familiales, effectivement, mais un peu comme pour les handicapés. Hein, vous savez, il y a un truc qui s'appelle les clubs des 6, où vous mélangez des valides et des enfants handicapés.
mais il y a plein de solutions, mais pour ça, il faut que les pouvoirs publics jouent plus le jeu, je pense. Et les ARS sont assez rigides, assez bloquées. Elles voient ça d'une façon, j'allais dire, très comptable. Et c'est pas parce qu'il reste des places dans un EHPAD où il y a que des gens, où il y a un vieillissement, en plus il y a un glissement quand vous arrivez dans un EHPAD, vous perdez beaucoup de votre espérance de vie, mais les aidants aussi perdent de leur espérance de vie. Vous voyez, quand vous êtes aidant, vous perdez la moitié de votre espérance de vie. Et souvent, vous mourrez même avant la personne aidée. Parce que vous ne vous occupez plus jamais de vous, vous n'allez pas chez le médecin, vous êtes tout dévoué, en fait, à la personne que vous aidez. Et on a vu beaucoup de témoignages de gens qui étaient en épuisement morbide, en fait, qui étaient à deux doigts de la dépression et même du suicide de temps en temps. Donc il faut, je pense, qu'il y ait un sursaut des pouvoirs publics. Moi, ça me tient vraiment à cœur, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais pour ça, il faut avoir une autre vision, encore une fois, que celle qu'a le gouvernement. Il y a quelques mois, pour rester sur les questions sociétales, il y a quelques mois, le ministre des Transports, Clément Beaune, disait être personnellement favorable à la GPA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la GPA, c'est la ligne rouge du Rassemblement national ? Oui, mais on l'a toujours dit, ça. La GPA, et encore une fois... En fait, même en tant que femme, moi, ça me choque à mort. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, petite parenthèse trop drôle, je pense qu'une de mes premières interventions, alors que je faisais pas de la politique, c'était sur justement la GPA. J'étais chez Brigitte Lahaie, figurez-vous, qui avait une émission, je crois que sur RMC, c'était trop drôle, où j'expliquais que même moi, en tant que femme, enfin, je veux dire, moi qui étais enceinte 5 fois, je sais ce que c'est que de porter un enfant avec tout ce que ça peut comporter de désagréable. Vous avez la gueule de bois pendant 3 mois, quoi. Bon, et c'est quand même l'exploitation de la misère. Moi, je connais pas une petite fille à qui vous demandez ce qu'elle veut faire plus tard qui vous dira je vais être mère porteuse. En fait, ça n'existe pas. On fait évidemment ça pour l'argent. Ça n'a rien d'altruiste que d'être mère porteuse. Voilà, je pense effectivement qu'on loue pas son ventre. Ça me paraît complètement fou, surtout que c'est toujours dans le même sens, vous voyez. Si à la limite, une New-Yorkaise hyper friquée prêtait son ventre à une nana des favelas, on pourrait se dire que ça va dans les deux sens, mais ça n'est évidemment pas le cas. Donc il y a vraiment cette histoire d'exploitation quand même, évidemment, de la misère de la femme, et puis ça pose quand même une question effectivement éthique très particulière, quoi. C'est Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a quelques années « Je serais favorable à la GPA le jour où une femme riche louera son corps à une femme pauvre ». Mais vous voyez, mais il disait des trucs pas mal, hein. Il y a très longtemps, il disait même que... franchement, de temps en temps, quand on reprend Jean-Luc Mélenchon d'il y a 25 ans, c'était mieux. C'était mieux. Peut-être qu'il aurait voté pour... j'en sais rien, mais puis je pense que c'est transpartisan. Je veux dire, je suis sûr que dans la majorité, on trouve aussi des gens pour qui la GPA pose un problème éthique, hein. C'est quand même... j'allais dire, c'est un peu l'apanage de ces sujets sociétaux. C'est que c'est pas du tout la propriété d'un camp politique. Autant, je pense que, par exemple, sur l'immigration, vous voyez, c'est plutôt le Rassemblement national. Autant ça, je pense que tout le monde peut peut avoir un avis divergent. Ouais. Et donc, si je comprends bien, quand vous arriverez au pouvoir, vous n'aurez pas de programme sur les questions sociétales et chacun votera comme il veut. Comment ça se passe ? Pour l'instant, on a dit qu'il y avait un moratoire. On a dit que la France était trop fracturée. En tout cas, quand on a fait campagne en 2022, souvenez-vous, c'était quand même une France... il y a eu toutes ces manifestations, regardez, où les CRS étaient contre les infirmières, enfin des trucs complètement... ou contre les pompiers, enfin c'était complètement absurde, quoi. Il y avait quand même un niveau de fracture, je pense, comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Et les sujets sociétaux, ça remet toujours, j'allais dire, un peu de l'huile sur le feu. C'est très clivant, en fait. Et je pense que la France, là, a besoin d'apaisement. Elle a besoin... c'est la fameuse phrase de Frédéric Mistral. Mon collègue va encore se moquer de moi, mais il ne s'agit pas de refaire une majorité, il s'agit de refaire un peuple. Et je pense que c'est ça. Là, je pense qu'on en est là. On en est à un moment où les Français n'arrivent pas à remplir leur frigidaire, n'arrivent pas à remplir leur réservoir d'essence, se demandent s'ils vont aller passer Noël avec dans leur famille à l'autre bout de la France, parce qu'entre les péages et l'essence, ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est pas le moment, moi, des sujets sociétaux, et c'est pour ça qu'on se dit qu'un moratoire, c'est sûrement une bonne idée. Mais comme je vous disais, en contrepartie, on mettra en place cette histoire de référendum. Je veux dire, il faut que les partisans d'une ou d'autre cause se saisissent, évidemment, et à ce moment-là, il y aura un référendum sur la question. Mais je pense que là, il faut de l'apaisement. Oui. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci à vous, Alexandre. Alors, voilà, pour
Pour rappeler à nos auditeurs brièvement, je vous rappelle qu'il y a toujours cette campagne de dons que nous réalisons jusqu'au 31 décembre, et puis notre nouveau magazine, Une terre de peuple, que je vous invite à vous procurer. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque le vendredi 8 décembre et déjà disponible en prévente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Moran-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ses jeunes des quartiers, ses victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.